Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau point de presse du commandement des opérations du Théâtre National. Un point de presse au cours duquel le commandant des opérations du Théâtre National va vous faire un briefing de la situation sécuritaire et un point des opérations de sécurisation du territoire national. Pour ce rendez-vous, le commandant des opérations du Théâtre National sera accompagné par Madame la ministre du Genre et de la Famille, Madame Nebié Nekonombo Salimata, qui va évoquer les aspects spécifiques à la lutte contre le terrorisme. À l'issue du briefing, nous allons prendre quelques questions, comme à l'accoutumée, des questions en lien avec l'exposé qui sera fait. Je voudrais également vous informer qu'à l'issue du point de presse, on pourra mettre à votre disposition la version numérique du briefing d'aujourd'hui. Donc sur ce, je passe la parole au commandant des opérations du Théâtre National pour son briefing. Bonjour mesdames et messieurs membres de la presse nationale et internationale. C'est avec plaisir que je suis là encore, une fois de plus, pour que nous puissions échanger sur les opérations en lien avec la lutte contre le terrorisme et l'action des forces sur le terrain en soutien aux sociétés et autres structures de l'État et surtout en soutien aussi à nos braves populations. Mon briefing de ce matin va s'articuler autour de 4 points. Il s'agit en premier lieu du point des incidents sécuritaires majeurs. Ensuite, je vais aborder quelques actions offensives menées, les actions au profit de nos populations et terminer par certaines questions diverses. En termes d'incidents sécuritaires, nous pouvons dire qu'au cours de la période écoulée, les incidents sécuritaires ont concerné les attaques contre les braves populations civiles, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que des destructions d'infrastructures. Les plus significatifs concernent l'attaque des populations de la localité de Bourasso, les attaques des détachements de Barsalgo et Kelbo, les destructions d'ouvrages de franchissement sur la route nationale 22 et la route nationale 3. En termes d'attaques sur les populations civiles, nous pouvons dire que les groupes armés terroristes poursuivent malheureusement leur sombre dessein contre les résilientes populations civiles. L'attaque la plus significative reste celle contre les populations civiles de Bourasso le 4 juillet dernier. Des actions sont en cours pour sécuriser la dite localité et permettre un retour des populations. C'est l'occasion pour moi de saluer la résilience de ces populations qui sont prêtes à accompagner les forces de défense et de sécurité dans la quête de paix et de sécurité. Et rappeler que les groupes terroristes tenteront toujours de décourager les actions de mobilisation populaire, mais ne nous laissons pas désarmer. Soyons rassurés que c'est ensemble que nous allons triompher. En ce qui concerne la destruction des infrastructures, depuis quelque temps, nous constatons la destruction d'ouvrages de passage sur certains axes routiers importants. Ce mode opératoire n'est pas réellement nouveau. En effet, les destructions d'infrastructures, d'équipements ou de symboles de l'État s'inscrivent dans le modus operandi des groupes terroristes. Pour y faire face, un dispositif intégré d'acteurs civils et militaires est à pied d'œuvre pour anticiper et répondre à ces désagréments. Ce dispositif a permis la réparation et la reconstruction progressive de certaines infrastructures. Cela a été le cas récemment avec le pont de Naré, qui a pu être réhabilité grâce à l'appui du génie militaire et du ministère en charge des infrastructures. D'autres actions sont en cours de planification ou d'exécution pour prendre en compte la problématique de façon générale. Si certaines infrastructures sont sous surveillance permanente des FDS, il reste bien entendu qu'il est impossible de déployer des militaires au pied de chaque pylône ou chaque pont. C'est pourquoi la contribution des populations est encore souhaitée pour aider à l'anticipation. En ce qui concerne mon point 2, les actions offensives, nous pouvons dire que les actions offensives contre les groupes terroristes se poursuivent sur plusieurs parties du territoire national.
avec des résultats plutôt satisfaisants. En termes d'action offensive majeure, nous pouvons noter l'opération conjointe dénommée Coral, qui a mobilisé du 26 juin au 10 juillet des forces burkinabées et nigériennes pour agir dans la zone de Seitenga et dans le Yaga. Cette opération a permis de renforcer le dispositif dans la zone de Seitenga, où l'on assiste à un retour progressif des populations. Le bilan détaillé a fait l'objet du bulletin mensuel passé. L'on peut aussi noter la contre-offensive suite à l'attaque du détachement de Barsalgo le 10 juillet, qui a permis de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer d'importantes quantités de matériel. Nous notons enfin l'action coordonnée de riposte à l'attaque du lundi 25 juillet 2022 contre le détachement militaire de Kelvo, qui a porté un sérieux coup aux assaillants. En effet, cette contre-offensive des unités terrestres et aériennes a permis de neutraliser au moins 15 terroristes, récupérer aussi d'importantes quantités de matériel, dont 4 véhicules pick-up et plus d'une vingtaine de motocyclettes. C'est l'occasion pour moi de réitérer mes félicitations aux unités engagées dans les opérations de lutte contre le terrorisme. Je rends également un hommage aux populations et aux soldats tombés au cours de ces attaques et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les forces engagées en étroite collaboration avec les services de renseignement poursuivent les actions de ciblage, consistant à neutraliser des cadres terroristes et à mettre hors d'état de nuire les réseaux d'information et de logistique de ces groupes terroristes. Ces actions ont permis une mise à jour du Trobinoscope et de mener des opérations dans les régions du centre-est, du centre-ouest, ainsi que des hauts-bassins. À ce propos, il y a lieu de saluer la franche collaboration de ces populations qui font preuve de patriotisme en soutenant discrètement nos forces dans le démantèlement des réseaux terroristes. En troisième point, je voudrais aborder les actions au profit des populations. Dans l'optique de soutenir les populations face aux pénuries de denrées de première nécessité dans certaines localités à fort défi sécuritaire, les forces armées nationales ont poursuivi leurs actions d'appui à l'action humanitaire. Ces activités ont concerné, par exemple, l'escorte de 140 camions de vivres et de produits divers à destination des localités de Bourzanga et de Djibo, le transport aérien de vivres aux populations de Kelvo et Pama, le ravitaillement en produits pharmaceutiques du CMA de Titao, des aides médicales aux populations, notamment celles de Seitenga. Toutefois, un incident survenu au cours de la mission d'escorte de Djibo a malheureusement coûté la vie à 2 conducteurs travaillant pour le compte du CONASUR. J'aborde enfin un dernier point sur les questions diverses. À ce sujet, il y a quelques jours, il est ressorti dans certaines presses qu'une piste d'atterrissage clandestine aurait été découverte sur notre territoire. Au niveau du commandement des opérations du Théâtre national, nous avons entrepris des actions de vérification afin d'en avoir le cœur net. À ce stade de nos investigations, ces allégations ne sont pas confirmées. Ce que nous pouvons dire, par contre, c'est que des infrastructures militaires sont en cours de construction dans le cadre de l'acquisition prochaine de nouveaux équipements. En termes d'acquisition de nouveaux équipements au profit des forces de défense et de sécurité, comme l'a affirmé récemment le chef suprême des armées, de gros efforts ont été consentis par l'État pour renforcer l'équipement des forces de défense et de sécurité. Des capacités du niveau stratégique et tactique sont en cours d'acquisition. Sans rentrer dans les détails, nous pensons que ces acquisitions permettront pour les unes de renforcer les capacités déjà existantes et pour les autres d'agrandir le champ des possibilités sur le plan opérationnel et stratégique. En ce qui concerne la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil supérieur de défense nationale, les 2 semaines imparties pour libérer les zones d'intérêt militaire sont désormais expirées. Des messages radio en langue locale ont été diffusés dans les zones concernées pour expliquer aux populations les implications de ces mesures ainsi que les différentes conduites à tenir. Il n'y a pas eu de difficultés majeures constatées dans l'application de la mesure concernant les zones d'intérêt militaire, car comme nous l'avions envisagé, ces zones abritaient peu de populations civiles. Désormais, toute personne qui se trouverait dans l'une de ces zones définies sera considérée comme hostile. En ce qui concerne l'interdiction de circulation de certains types de motos, les gouverneurs concernés ont pris des notes qui précisent les modalités
de mise en œuvre et les localités concernées. Pour la mise en œuvre de la brigade de veille et de défense patriotique, le processus est en cours. Mais sachez qu'en plus de l'amélioration de leurs conditions de travail, cette initiative se veut la manifestation visible de la mobilisation populaire. Pour cela, le gouvernement a consenti d'octroyer un avantage comparatif aux volontaires pour la défense de la patrie, remplissant les conditions et voulant s'engager dans la fonction publique ou militaire. Je voudrais terminer ou conclure en disant que les incidents et les attaques que nous subissons ne devraient pas nous détourner de l'objectif à atteindre qui reste la priorité en termes de rétablissement de l'intégrité territoriale ainsi que la paix et la sécurité pour notre pays. Tous les moyens de la République sont mobilisés pour atteindre cet objectif. Ces moyens concernent certaines mesures prises ou à prendre par le gouvernement, lesquelles visent à tarir durablement les sources d'approvisionnement des groupes terroristes. J'invite donc les populations à rester mobilisées, résolument engagées aux côtés des forces de défense et de sécurité, car les perspectives sont prometteuses. Pour la patrie, nous vaincrons. Je vous remercie. Je voudrais à ce stade inviter Madame la ministre du Genre et de la Famille pour aborder une question spécifique à la lutte antiterroriste. Merci. Merci beaucoup. Micro. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon colonel. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais saisir cette tribune pour évoquer une problématique, disons, un tournant inquiétant de la lutte antiterroriste dont on parle peu, mais qui prend de plus en plus de l'ampleur. Il s'agit de la participation très remarquée et très active des femmes dans les activités et les actions terroristes. Avant de développer le sujet, je voudrais renouveler ma pieuse pensée à l'endroit des personnes civiles, militaires et VDP tombés pour la patrie. Je réitère ma compassion à toutes les victimes du terrorisme et particulièrement aux femmes et aux enfants dont les souffrances interpellent la conscience humaine. À leur endroit, l'État ne ménagera aucun effort pour marquer sa solidarité permanente et ce, avec l'accompagnement des partenaires. C'est le lieu pour moi de saluer et d'encourager toutes les initiatives jusque-là menées dans le but de réduire les conséquences dramatiques dont sont particulièrement justement victimes les femmes et les enfants. Ceci dit, il nous revient de façon récurrente que des femmes participent de plus en plus aux actions terroristes aux côtés des hommes. En effet, l'on observe qu'elles sont devenues plus actives sur tout le spectre des activités terroristes. Quand on parle d'activités terroristes, c'est tout ce qui concerne la fourniture et la génération de combattants terroristes, le renseignement, le soutien logistique, surtout le renseignement contre les activités de FDS, et enfin, elles participent aussi à des actions armées lors des attaques. En exemple, lors des attaques du détachement de Brassalgo du 10 juillet 2022, on a observé des femmes haranguer les combattants terroristes pour les unes et même s'attaquer à des domiciles pour les autres. Cette façon de faire avait déjà été observée sur la majorité des attaques antérieures du détachement ou des localités comme celle de Gaskind, Namsigima ou Solam. Dans d'autres contrées, elles sont des leaders de groupes armés terroristes. Dans la récente attaque du détachement de Kelbo du 25 juillet dernier, elles ont été observées en train de ramasser des blessés et des morts terroristes. Au regard du rôle que les femmes jouent au sein de nos sociétés, cette tendance est très inquiétante. Les femmes sont supposées être des actrices de paix, plus que des auteurs de violence. Au début de la crise et jusqu'à ces jours, elles étaient plutôt des victimes directes ou des victimes collatérales des attaques. Le rôle des femmes comme actrices de la paix, pour nous tous, vous y compris, doit être promu et préservé. C'est pourquoi
je voudrais interpeller les mères, les épouses et les parents de nos frères qui ont pris les armes pour diverses raisons contre la patrie de s'investir dans la production de la paix. Oui, parce que, en tant qu'épouse, sœur, mère ou parent des membres des groupes armés, notre contribution pour redonner l'espoir qu'une vie familiale est possible. À ces mères, ces sœurs, ces épouses, je m'adresse à elles. Elles peuvent prendre, avec beaucoup de tact, beaucoup de bon sens, c'est reconnu, les femmes ont du bon sens, sensibiliser leurs maris, leurs frères et leurs enfants afin qu'ils puissent saisir les opportunités qu'offre le dialogue social enclenché pour quitter la pénible vie de la brousse pour une vie en famille bien meilleure à leur côté. À l'endroit des maris qui ont fait le choix de rejoindre la vie sans issue des groupes armés, nous demandons à leurs épouses de leur dire que ce choix rend vulnérable, sinon brise la vie de couple. Nous demandons encore aux femmes, aux sœurs, aux mères et aux parents proches des groupes armés de leur parler des angoisses permanentes qui les ténaillent, elles et leurs enfants en bas âge. Elles doivent faire comprendre que l'absence du père, du frère, de l'époux prive non seulement les femmes, mais aussi les enfants de l'affection et crée les mêmes stigmates sur les autres femmes des autres communautés qui sont victimes du terrorisme. À nos enfants qui ont rejoint les groupes armés, nous devons leur exprimer notre affection maternelle et les inviter à revenir à la maison en abandonnant cette option périlleuse, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la nation. À mes sœurs, je dis bien à mes sœurs qui ont rejoint ou qui encouragent les groupes armés, je les invite à privilégier la voie qui conduit à la paix, car aucun enseignement n'encourage une femme à ôter sans discernement la vie de son prochain. Dans ces groupes armés, les femmes sont sujettes à toutes les formes de vices, drogue, viol, utilisation et abus inhumains indignes. La place des femmes, le rôle des femmes, c'est de contribuer à la prévention et à la gestion des conflits. Nous devons saisir l'occasion que nous offre le dialogue social comme un rendez-vous à ne pas manquer. Aussi, je demande à ces femmes, ces mères, ces sœurs, de saisir l'occasion du dialogue pour se rendre discrètement dans les détachements militaires pour déposer les armes. Là-bas, elles y seront bien accueillies en vue d'une meilleure réinsertion dans la société que nous ne pouvons construire sans elles. À ces mères, ces sœurs, ces épouses, nous demandons d'abandonner les armes afin que nous puissions reconstruire ensemble la vie en famille pour le bonheur de tous les enfants du Burkina. Vive la paix au Burkina Faso. Nous sommes disposés à répondre à vos questions. Mesdames, Messieurs, place maintenant aux questions. Nous allons ouvrir une liste de 5 questions. Oui. Le nom. Oui, Yannick. C'est tout? Ok. Donc là, oui. Pardon? Oui. La parole est à Monsieur Benjamin Gomé. Ok, merci beaucoup. En écoutant tout à l'heure, il a annoncé effectivement que dans le processus de neutralisation justement des groupes armés terroristes, il y a beaucoup d'actions offensives qui sont menées et qui visent notamment les cadres terroristes. Alors, la question claire que je pose est, à la date d'aujourd'hui, où vous faites le point des opérations, quelles sont
les derniers, si vous voulez, les derniers cadres qui ont été déjà neutralisés, s'il y en a bien sûr. L'autre question que je pose, c'est, il a aussi parlé tout à l'heure du renforcement du nouveau matériel et tout ça qui vont certainement conduire à accélérer les choses sur le terrain. Mais j'ai, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu le colonel évoquer tout à l'heure la dernière attaque intervenue à Seba. En tout cas, ma foi, je n'ai pas eu de note officielle où on a appris véritablement que 6 de nos soldats ont péri en sautant bien sûr sur une rupture. Donc, je voulais justement avoir la confirmation civile. Et justement, dans la suite, comment se fait les dispatching de ces matériels-là, en parlant bien sûr de matériel roulant, pour qu'aujourd'hui, on continue d'assister encore à des véhicules qui tombent sur des engins explosifs au point où des soldats restent. Et la dernière question concerne l'intervention de Madame la ministre. Vous avez lancé véritablement, c'est clairement un appel que vous l'avez lancé à l'endroit des femmes à déposer justement les armes. Vu le constat qu'elles occupent en tout cas une place très active dans le terrorisme. La question qui est claire, est-ce que devons-nous nous attendre seulement à l'appel que vous lancez ce matin, ou bien il y a des mesures d'anticipation de la part du gouvernement qui a été prise pour éviter encore que le nombre puisse accroître dans le terrorisme? Ce sont mes préoccupations. Merci à M. Kwame. Je passe la parole à M. Issa Sigiri. La première question est relative à SEBA particulièrement. Au cours d'une conférence de presse, Médecins sans frontières attirait l'attention de l'armée de tout le Burkina Faso parce que la zone est devenue inaccessible, toute la province est devenue coupée, inaccessible et la population manque de tout. Et même les personnels humanitaires pourraient quitter les lieux. Est-ce que l'armée est au courant et qu'est-ce qui est fait pour les habitants de Seba? La deuxième question est relative à une préoccupation d'une citoyenne du Burkina Faso qui dit avoir des parents qui ont été bloqués par des groupes armés terroristes dans des zones nouvellement délimitées par l'armée. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation ou qu'est-ce qui est fait pour les personnes qui seraient bloquées dans ces zones-là? La dernière question est relative à la piste d'atterrissage. Est-ce qu'on va entendre par là que c'est une piste de l'armée ou de nouvelles infrastructures de l'armée? Je vous remercie. Merci à M. Sigiré. La parole est à M. Ouedraogo Oumar. Ok, merci bien. Mon prédécesseur a abordé donc un aspect de la question. Et dans l'exposé, le lieutenant-colonel dit qu'à ce stade des investigations, il ne peut donc confirmer. Et on entend par là également qu'il ne peut pas non plus donc infirmer. Pour une piste d'atterrissage, on s'est dit que ce n'est pas un objet en miniature et qui met aussi un long temps donc, pour pouvoir donner une réponse tranchée sur la question. Ma préoccupation est de savoir quel est le principal souci aujourd'hui pour donner une réponse concrète sur cette question. C'est quoi le blocage? Monsieur Serge Kaboré à la parole. Oui, merci. J'ai trois petites questions. La première, c'est au sujet des zones d'intérêt militaire. À ce jour, combien de personnes exactement ont été relogées? Il était question d'un nombre d'infrastructures et également d'un nombre de villes mises en place pour les accueillir. Nous sommes en saison pluvieuse. Ils ont dû abandonner des champs. Est-ce que tout ceci
a été mise en place aujourd'hui. Sur l'interdiction des motos de type gros cylindré, il nous revient de manière récurrente également que des groupes terroristes interdisent à certaines populations de faire usage des motos de petit calibre. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau, puisque face à une décision que vous avez prise, certains sont hostiles et demandent aux populations d'utiliser les motos de type gros cylindré. Et pour terminer, les membres de la mission militaire de la République de Russie ont été décorés. Est-ce à dire que le Burkina se tourne aujourd'hui vers une coopération directe avec la Russie? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Nous allons commencer par Madame la ministre qui va répondre à la seule question qui lui a été posée avant qu'on ne termine avec le commandant des opérations du théâtre national. Merci beaucoup. La question qui m'a été posée, c'est de savoir ce que le gouvernement fait pour anticiper cette participation des femmes aux côtés des terroristes. Beaucoup de choses sont faites puisqu'il est établi aujourd'hui quand même que ces femmes-là partent. Il y a des femmes qui combattent aux côtés des terroristes, mais pas seulement des femmes combattantes. Il y a aussi toutes celles qui sont dans la mécanique ou les dispositifs des actions terroristes ou de l'activité terroriste. Et elles sont dans le renseignement, elles sont dans l'approvisionnement, elles sont dans l'appui logistique aux terroristes. Et comme ce sont des femmes, souvent elles ne sont pas très très visibles. C'est celles qui ont pris réellement les armes et qui vont au front qu'on voit. Mais il y a toute cette masse de femmes disséminées à travers les populations ou dans les populations qu'on ne voit pas alors qu'elles font un travail de fond pour permettre aux terroristes de réaliser ou de parvenir à leur fin en posant des actes terroristes. Ce qu'a fait le gouvernement et au ministère du Genre et de la Famille, et vous allez voir dans notre organigramme qu'on a créé une direction générale Femmes, Paix et Sécurité. Et cette direction générale, je pense quand même qu'elle est la première en Afrique de l'Ouest. C'est une direction qui va prendre en charge de façon holistique toute la question du processus de paix et de sécurité auquel notre pays est confronté. Elle va travailler sur 4 piliers. Elle va travailler sur le pilier de la participation. La participation, c'est quoi? C'est permettre aux femmes de s'exprimer et de participer réellement au processus de paix, que ce soit dans la médiation communautaire, dans la médiation politique, que ce soit dans les négociations, jusqu'à la signature des accords de paix. Parce que les études l'ont démontré, là où les femmes n'ont pas participé à des négociations, là où les femmes n'ont pas participé à des accords de paix, ces accords sont voués à l'échec. Pourquoi? Parce que l'impact économique, l'impact social, l'impact humain des crises graves comme ce que notre pays vit en ce moment, des conflits aussi graves que ce que nous vivons, c'est les femmes et les enfants qui paient le plus lourd tribut. Ici, je peux vous dire que sur les 1 900 000 et quelques déplacés, 67% de ces déplacés, ce sont des femmes et des enfants. Et pour réparer tout ce monde, ça prend que les femmes elles-mêmes participent aussi à la prévention des conflits, à la gestion des conflits, aux accords de paix. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est mis en ce moment en place des comités de paix et de dialogue. Dans ces comités de paix et de dialogue, on va tout faire pour que les femmes puissent participer. Il ne faut pas qu'un seul comité de dialogue puisse fonctionner sans femmes. Il faut que les femmes participent à ces comités de dialogue pour exprimer leurs besoins. C'est dans ça qu'on peut traiter les questions de fond, les questions d'inégalité, les questions d'injustice, pour leur permettre d'être du bon côté de la table, on va dire. Qu'elles ne soient pas des combattantes, mais qu'elles soient plus des actrices de paix, des faiseuses de paix, des mères qui éduquent à l'éducation, qui éduquent à la paix, qui préviennent les situations de violence et de violence extrême et voire du terrorisme. Parce que tout ce que les femmes peuvent faire au niveau de cette direction, c'est d'investir le front social. Investir le front social, c'est quoi? C'est justement dans l'éducation à la paix, dans les sensibilisations, dans l'éducation des enfants, dans la prise en compte aussi des activités économiques. Parce que quoi qu'on dise, vous savez très bien que la pauvreté et le manque d'opportunités économiques peut pousser des femmes à tomber
dans le mauvais côté de la barrière. Du coup, dans cette direction, on aura beaucoup d'activités et nous vous inviterons lors de l'installation de cette direction générale qui était attendue de toutes les femmes. Et pour ça, nous allons travailler main dans la main avec les forces de défense et de la sécurité, parce que la direction porte bien son nom, Femmes, Paix et Sécurité. Il y a une expertise, peut-être que le ministère du Genre, une expertise confirmée, je vais dire, que le ministère du Genre n'a pas pour le moment. Donc nous allons vraiment compter sur les forces de défense et de sécurité pour dérouler tous les programmes que nous avons prévus à cet effet. Et nous allons vous inviter à nous accompagner également parce que il s'agit de mettre en route l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des Nations Unies aussi. Et cet agenda couvre non seulement les femmes, mais aussi les jeunes filles et les jeunes garçons. Du coup, pour dérouler ce programme, on sera vraiment dans l'anticipation. Pour la lutte sur le terrain, vous savez que ils sont là, c'est eux qui seront sur la lutte au front sur le terrain. Mais le front social sera entièrement investi par les femmes. Donc les femmes vont faire la participation, la prévention, la protection et surtout préparer aussi la réhabilitation des victimes du terrorisme. Quoi qu'on dise, il y en a. Et c'est de nouvelles problématiques auxquelles toute la société va faire face, et surtout les femmes. Et un soldat blessé, grièvement blessé, qui ne peut plus combattre, mais qui doit vivre dans une famille, il faut bien qu'on trouve d'autres mécanismes pour le réhabiliter et qu'il puisse vivre. Si vous avez votre fils de 22 ans ou de 25 ans, lourdement handicapé, ce n'était pas prévu. Il n'est pas né avec un handicap, mais s'est retrouvé avec un handicap qu'il faut gérer toute sa vie. C'est dans ça que les femmes doivent être outillées. On va les former, on va les préparer à prendre en charge non seulement les victimes qui seront dans les familles, mais vraiment à 100%, on sera dans la prévention. Parce que dans la prévention, on peut éviter beaucoup de situations. Et les femmes, on compte sur elles. Elles ont largement leur place dans la prévention contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Je ne sais pas si ça couvre un peu la réponse à votre question. C'est bon? Merci. Ok, je voudrais rapidement prendre quelques questions qui ont été posées. En ce qui concerne d'abord la première question sur les cadres terroristes neutralisés. Comme je vous le disais dans mon laïus, voilà, le trobinoscope a été déjà mis à jour et diffusé. Et la semaine prochaine, nous pourrons en tout cas fournir une mise à jour encore de ce trobinoscope-là, où, à travers nos actions discrètes menées sur le terrain, nous arrivons en tout cas à identifier ces cadres terroristes-là, pour ceux qui ne sont pas encore identifiés, et ceux qui sont identifiés, comment je pourrais le dire, pouvoir les mettre hors d'état de nuit. Donc, ce sera présenté, si tout se passe bien, d'ici le prochain point de presse. En ce qui concerne la situation de Seba, nous sommes vraiment conscients de cette situation, et ça rejoint la question posée par un des reporters ici. Nous avons perdu 6 soldats avant-hier, et leur décès est intervenu dans une mission qui était destinée en tout cas à ouvrir la voie et permettre en tout cas une mission de ravitaillement de se dérouler dans la zone. Donc c'est pour dire que c'est une situation qui est connue. Et hier, j'étais au niveau de Seba. Nous avons, avec une équipe du gouvernement, rencontré ces soldats-là, présenter les condoléances du gouvernement et ensuite les encourager, les remobiliser pour la suite et prendre la réalité des préoccupations sur le terrain. Donc je voudrais rassurer encore les uns et les autres que c'est des préoccupations qui sont connues, qui sont prises en compte. Mais malheureusement, comme je le dis toujours, voilà, les actions en cours ou les actions à planifier, voilà, sont du domaine, voilà, du secret des opérations. Donc nous ne pouvons pas trop nous étendre là-dessus.
Sur la question de la piste d'atterrissage, je veux qu'on puisse se faire un peu plus clair. Il n'y a pas de polémique à créer en la matière. En ce qui me concerne, cette information est non vérifiée, comme je l'ai dit, non confirmée. Tout ce qu'il y a comme piste d'atterrissage, en tout cas connues de nos services, sont des pistes de l'État, ou certaines, et des pistes pour les forces de défense et de sécurité. Je ne vais pas encore m'étaler sur une géolocalisation de ces pistes-là, mais sachez que voilà, nous travaillons, comme je l'ai dit encore dans mon point, à préparer nos acquisitions d'équipements, à préparer notre agencement opérationnel sur le terrain. Donc voilà ce que je peux dire, en tout cas pour rassurer le journaliste qui a posé la question, qu'il n'y a pas de polémique, en tout cas en ce qui concerne cette piste. Je voudrais aborder aussi la question sur les zones d'intérêt militaire, les parents d'une personne qui serait bloquée dans ces zones d'intérêt militaire. Je n'ai pas connaissance de cette information-là, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la zone d'intérêt militaire sont des espaces interdits aux populations, au-delà de l'action militaire qui est prévue y être déroulée. Donc, une fois de plus encore, c'est inviter encore les populations républicaines qui y sont de les quitter, au regard en tout cas des opérations en cours d'exécution ou de planification. Et je voudrais terminer sur la coopération avec la Russie. Je rassure encore les uns et les autres que la coopération avec la Russie ne date pas de tout de suite. Nous avons toujours été en coopération militaire avec la Russie à travers des actions de formation et des équipements que nous acquérons en tout cas auprès de ce pays partenaire. Donc nous n'avons jamais rompu en tout cas les liens avec la Russie et ces actions-là se poursuivent. Et je crois que l'action de décoration qui s'est faite dernièrement à l'état-major vise en tout cas à remercier ces partenaires-là pour les efforts qu'ils ont faits envers les forces armées nationales. Je voudrais à cette étape en tout cas vous remercier encore pour l'intérêt porté aux opérations de lutte contre le terrorisme, de sécurisation de notre territoire et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci encore à tous d'être venus et à très bientôt pour un nouveau point de presse.